toi, tu es beaucoup plus gentil que les autres touristes. Les autres touristes, ils se sentent agressés si on parle avec eux. Et moi, je ne cherche pas à vendre quelque chose, je cherche juste à avoir des amis français, de pratiquer mon français ou pratiquer mon anglais. Et voilà, sympathiser, savoir comment est l'Europe. Je sais que je ne pourrais jamais aller en Europe, mais voilà, je peux discuter avec eux. Il ne faut pas avoir peur de se faire héberger. Voilà. Donc dans mon voyage, j'ai dormi plusieurs fois avec les SDF en Inde, en Australie, en Espagne, pour voir comment était leur mode de vie. Car en Inde, on trouvait des hôtels à 1 €. Et j'ai même été hébergé par un ministre en Papouasie. J'ai été hébergé plusieurs fois par des expatriés français qui possédaient une piscine. Et j'ai invité quelquefois dans des hôtels 5 étoiles. Quand on voyage un peu à l'inconnu, c'est plein de surprises. Ouais, comme l'autostop, c'est tout type de personnes et d'hébergements, tout type de familles. Mais pour encore mieux connaître comment est la vie dans le pays, c'est de pouvoir travailler. Et au départ, j'ai travaillé avec plusieurs ONG en Asie. Et si on cherche sur Internet, pour travailler pour une ONG, ça coûte environ 500 € la semaine. Je ne sais pas si vous avez déjà cherché, mais c'est très très cher. Et donc le mieux, c'est d'être sur place et de discuter avec les gens et d'essayer de voir les problèmes. Et au Népal, on m'expliquait que les femmes en été, elles doivent marcher 2 heures dans la montagne pour faire un aller-retour et récupérer de l'eau pour cuisiner ou pour se laver. Donc j'ai été dans le village pour voir comment est-ce que je pouvais améliorer le système d'eau en faisant des tranchées avec des tuyaux et également faire des activités avec les enfants. Sur la photo, je cuisinais un gâteau au chocolat car les enfants n'avaient jamais mangé de gâteau au chocolat, ils mangeaient seulement ce qui était produit dans la ferme. Et pour moi c'était une grande expérience car j'avais jamais cuisiné un gâteau au chocolat sans feu. À la maison, j'avais cuisiné plein de fois et dans mon voyage, plein de fois, j'ai fait la même recette de gâteau au chocolat ou plein d'autres recettes. Car c'est une manière, quand les gens t'invitent, pour pas profiter de l'hospitalité, c'est bien d'avoir quelque chose à donner. Donc au départ, j'avais pas mon accordéon pour offrir de la musique et j'étais content de cuisiner. Mais dans le village népalais, je n'avais pas le four thermostat 7 à 40 minutes. Donc j'ai dû aller couper du bois, faire mon petit feu de bois. Et après, de cuisiner le gâteau au bain-marie. Et dans la recette, il y avait des œufs en neige à faire pour que le gâteau ne soit pas trop assez gonflant. Et les œufs en neige, je les ai fait à la fourchette. J'ai eu la chance qu'un Népalais, qui était guide de montagne, connaissait la technique de passer les œufs en neige à la fourchette. On était 2 pour se relayer. Donc plein de bonnes expériences, en faisant des petits travaux avec des ONG, mais pas forcément officiels. Et ensuite, j'ai découvert le concept du WOOF ou de Helpix, qui sont des sites internet qui consistent à travailler en moyenne 5 heures chez les gens. Donc au départ, c'est seulement dans des fermes biologiques. Et maintenant, c'est dans tout type d'endroits. On travaille 5 heures par jour, on n'est pas payé, mais on est nourri, logé. Et ma première expérience, je l'ai faite au Laos. Et c'était pour construire une terrasse autour d'une piscine. Donc j'avais jamais travaillé en menuiserie, mais ça m'a permis de travailler avec les Laotiens, de découvrir la menuiserie et de voir, car au Laos c'est un pays au sud de la Chine, et tous les clous étaient des clous chinois. Et c'est très difficile de clouer avec des clous chinois, car c'est la qualité la plus faible. Et moi, j'étais vraiment mauvais, tous les clous étaient stordés. Mais les Laotiens qui étaient un peu plus professionnels, c'était la même chose. Par contre, ils étaient très doués pour sortir les clous. Ensuite, j'ai demandé au propriétaire si on pouvait payer un petit peu plus pour avoir des clous d'origine thaïlandaise. Et c'était beaucoup plus facile et au final, on pliait beaucoup moins de clous, c'était rentable. Car quand on travaille, on découvre des choses que si on voyage juste en prenant des photos, on ne pourrait jamais connaître. Donc j'ai travaillé au Laos comme menuisier. J'ai travaillé dans une ferme avec 2000 moutons en Nouvelle-Zélande et mes parents sont éleveurs de moutons en France, mais avec 300 moutons. De voir un élevage de 2000 moutons, j'ai eu des techniques différentes.
J'ai aidé des Colombiens à construire des cabanes en bambou. Et ça permet de faire plein d'expériences différentes avec X. Et en France, quand j'ai découvert ça, il y avait 500 adresses différentes. Et maintenant, il y a 1500 adresses différentes. Et parmi les 1500 adresses, il y a des personnes qui possèdent des châteaux de la Loire avec piscine et ils cherchent quelqu'un pour faire le ménage, pour entretenir. Car des fois, il y a des personnes qui sont à la retraite, qui s'ennuient et voudraient recevoir des jeunes pour les aider, pour leur tenir compagnie, faire un petit peu de travail. Ensuite, j'ai commencé à faire des conférences, car les gens me disaient mais ton voyage, ce serait bien si tu pouvais le partager. Et en faisant les conférences, ça m'aide à rencontrer beaucoup de personnes. À Paris, je connaissais personne, et grâce à la conférence d'hier et maintenant, j'ai plein de personnes avec qui je peux rencontrer ou qui m'invitent ensuite à la maison. Et quand j'étais au Chili, j'ai rencontré un camion qui pouvait m'aider à voyager du sud jusqu'au nord. Et mon but, c'était pas de traverser le pays. J'ai pris sa carte routière, je me suis arrêté à Rio Bueno, une petite ville de 30 000 habitants. Et je ne savais pas où j'allais dormir. Donc j'ai été au lycée, j'ai parlé avec le directeur du lycée pour lui demander si je pouvais faire des conférences dans le cours de géographie ou cours d'anglais. Il me dit ça peut être intéressant, il faudrait parler avec les professeurs. Donc j'ai parlé avec les professeurs et les professeurs ils étaient très contents car c'est moi qui faisais le cours et eux ils étaient tranquilles. Donc ils ont accepté. Donc j'ai fait ma conférence dans les classes de lycéens. Et à la fin de la conférence, il y a 15 personnes qui étaient autour de moi. Ils disaient viens à la maison, tu dis que tu aimes bien dormir chez les gens pour savoir comment on vit. J'ai envie que tu viennes chez moi. Moi je vis dans un petit village un peu plus loin de la ville, une maison en bois. Il faut prendre une barque pour arriver à la maison. Car il y a un peu d'inondation en ce moment, mais c'est normal. Non, mais chez moi c'est mieux, ma mère c'est la meilleure cuisinière. Et voilà, tout le monde essaye de défendre sa famille. Et ça m'a permis de faire plein de belles rencontres dans un village, dans une ville qui n'avait aucun intérêt. Et le conducteur du camion me dit pourquoi tu t'arrêtes là? Il n'y a aucun touriste qui s'arrête ici. Et les gens étaient très contents de voir un Français qui s'arrête ici. Grâce aux conférences, ça permet de faire plein de rencontres. Il y a un Français qui a voyagé 100% en autostop autour du monde, même en Antarctique. Il faisait des conférences, il a créé un site qui s'appelle Travel with a Mission. Car en Amérique du Sud, pour faire une conférence, ça peut être une conférence ou faire un atelier cuisine. On peut expliquer comment on cuisine à la française. Donc là, pour avoir mon atelier, je fais un plat de cuisine. Ou alors, ça plus avec la musique. Ou si vous connaissez les premiers secours, vous pouvez faire un atelier premiers secours. C'est pas seulement conférence, c'est très général. Et donc en Amérique du Sud, il n'y a pas de problème, mais en Europe, c'est très difficile de rencontrer des lieux pour faire les activités. Et en Afrique, c'est également très difficile, car souvent c'est interdit par le gouvernement d'organiser des rassemblements comme ça, sans autorisation. Car on peut créer des mouvements de grève, de protestation dans la rue. En Afrique, tout est assez bien contrôlé. Et en Asie, le problème, c'est la langue. Donc avec ce site internet, ça permet de rencontrer des profs d'anglais qui peuvent t'accueillir dans le lycée, faire interprète. Ensuite, à partir de la Nouvelle-Zélande, j'ai voyagé avec mon accordéon. Donc c'est un gros accordéon de 12 kg. Pour mes parents, j'étais totalement fou de voyager avec un accordéon aussi lourd, personne ne le fait. J'ai expliqué que personne ne voyageait en stop à dormir chez l'habitant et ça a bien fonctionné pour le moment. Donc pourquoi pas avec l'accordéon. Et donc j'ai commencé à jouer de l'accordéon en Nouvelle-Zélande. Et les gens étaient très contents de voir l'accordéon. Et en Nouvelle-Zélande et en Australie, comme l'économie est très bonne, même si tu n'es pas très bon, les gens ils donnent. Ça te motive à t'améliorer. Et grâce à l'accordéon, ça m'a permis de payer mon avion Australie-Amérique du Sud et de ne pas être obligé de faire du float picking, des vendanges
en Australie, mais de vivre beaucoup avec, grâce à la musique. Et ça m'a permis également de tester le pouvoir d'achat des gens. Je vous en parlerai un peu plus tard. Ensuite, avant de voyager, j'avais créé mon site internet. Et en entretenant bien le site internet, je me suis aperçu qu'on peut facilement gagner de l'argent par un site internet, car il y a des agences de voyage, des agences pour apprendre des langues étrangères, ou des compagnies d'avion, ou des hôtels qui souhaitent sponsoriser certains de nos articles, qui veulent qu'on écrive un article. Ah, j'ai voyagé au Chili, et au Chili j'ai dormi dans tel hôtel, c'était le meilleur hôtel. Et en échange de ça, on reçoit 50 €. Et avec tous les articles, j'aurais pu avoir un petit complément de salaire. Mais ensuite, je n'ai pas voulu tomber dans cet argent un peu facile, car je voulais plutôt faire de la publicité pour montrer que j'ai appris l'espagnol grâce aux gens du pays, grâce à toutes les rencontres. Le portugais est la même chose. Et que je voulais pas faire de la publicité pour des compagnies d'avion, car j'essaye de faire de la publicité pour l'autostop, et si je commence à faire de la publicité pour tout, ensuite je perds mon crédit. Mais voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément de valeur ou qui souhaite aider des agences de voyage, peut gagner sa vie avec ça. Et ensuite en Australie, j'ai découvert le concept du freegan, qui consiste à vivre seulement avec des choses gratuites. Donc maintenant, je vais vous parler des pays occidentaux, et notamment de l'Australie. Donc juste avant, je vous parlais du freegan, et si beaucoup de personnes, ça commence à se développer en Australie et également en France, vivent du freegan, c'est que les gens ont tellement d'objets, comme l'économie australienne est très très bonne, les gens, pour se sentir heureux, ils vont tout acheter en pensant améliorer leur confort de vie. Et en Australie, les gens vont acheter la meilleure cuisine, tous les meilleurs livres de cuisine, tous les meilleurs robots multifonctions. Et car ils rêvent de cuisiner aussi bien que les Français. Et quand ils rencontrent un Français en stock, ils disent « Ah, viens à la maison, il faut que tu cuisines ». Car les Australiens ont peut-être tout l'équipement, mais au final, ils passent tellement de temps à travailler, à accumuler l'argent, qu'ils n'ont pas le temps de cuisiner. Et plusieurs fois, je suis arrivé dans des endroits où il y a tellement d'objets qu'on ne se sent même pas à l'aise dans la maison, car il y a trop de choses. Et ça m'a permis d'avoir plein de vêtements gratuits, de chaussures gratuites. Dans mon voyage, j'ai jamais acheté une paire de chaussures, car les gens ont toujours les armoires pleines de chaussures. Et le fait de toujours acheter en pensant avoir une meilleure qualité de vie, ça rend pas forcément plus heureux, car on se sent toujours pauvre par rapport à quelqu'un d'autre. Et quand on est en Afrique, au Sénégal, quelqu'un est riche quand il commence d'avoir des chaussures fermées par rapport aux sandales. Quand on est en Inde, ça va partir de la bicyclette. Quand on est au Vietnam, quand on passe de la mobilette à la moto, on commence à être riche. En Colombie, c'est quand on achète la voiture. En France, c'est quand on a deux voitures, une pour le père et une pour la mère. Et en Australie, si tu as seulement deux voitures dans la famille, on est pauvre. Il faut avoir au moins un 4x4 parmi les deux voitures. Et bon, on n'est jamais satisfait. Et le président du Uruguay, on dit que c'est le président le plus pauvre du monde, car il vit avec seulement 600 € par mois, le salaire moyen des gens. Il explique que la richesse, c'est de ne rien vouloir, car on a déjà tout fait l'on veut. Et ensuite, dans une conférence au Chili, une fille m'a dit « L'être humain du 21e siècle est un esclave de l'inutile ». Et le fait de tout posséder, on passe beaucoup de temps à travailler pour pouvoir s'acheter tout, car quand on regarde la télévision, on a l'impression qu'il faut tout. Et on n'a plus le temps de faire ce que l'on veut. Et quand j'étais dans les pays pauvres, les gens avaient toujours le temps de cuisiner, car la femme, souvent, elle ne travaille pas. Et dans les pays comme en Australie, très souvent, l'autostoppeur m'a invité au drive. Et on n'a même pas le temps de s'arrêter pour manger, on mange dans la voiture. Il y a un Mauritanien, il me disait en Afrique on a le temps, mais en Europe